Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International, en direct et en partenariat avec le journal Le Monde, représenté aujourd'hui par Philippe Ricard. Deux images pour commencer cette émission. La première, en direct de Londres, du palais Saint-James. C'est là que Charles III a été officiellement proclamé roi il y a quelques minutes. Proclamation qui élut actuellement au balcon du palais par David White, le roi de l'ordre de la Jarretière au Royaume-Uni, devant plusieurs soldats réunis dans cette cour du palais Saint-James, des soldats de la garde du roi. Une proclamation qui doit être lue également dans 1 heure au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Et puis la deuxième image que nous souhaitions vous montrer pour débuter cette émission, c'est celle des abords du palais de Buckingham. Il y a quelques minutes, des centaines de Britanniques sont rassemblés pour voir le nouveau roi et pour rendre encore hommage à la reine Elisabeth II qui s'est éteinte avant-hier, jeudi, à l'âge de 96 ans. Nous allons revenir sur le sens de cet hommage des Britanniques. Nous parlerons de ce que la reine incarnait, de ce qu'elle représentait au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde. Elle qui a vu l'Empire britannique se déliter et le Commonwealth se développer. Elle qui a assisté également à l'entrée de son pays dans l'Union européenne avant de le voir en sortir. Elle qui a aussi su nouer de fortes relations avec la France. Quel rôle a-t-elle joué dans les relations internationales? Quelles sont les conséquences de sa mort sur ces relations? Quel héritage politique laisse-t-elle sur le plan international? Et puis, quels sont les défis également que doit relever le nouveau roi Charles III? Pour répondre à ces questions, International reçoit Alain Juppé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du Conseil constitutionnel en France. Vous avez été Premier ministre également, ministre des Affaires étrangères. Et à ce titre, vous avez rencontré la reine Elisabeth II, notamment lors d'un dîner d'État donné en 2004 à l'Élysée, à Paris. Avant de revenir sur tous les sujets que je viens d'évoquer, qu'est-ce que vous inspire les images que nous avons vues il y a quelques minutes, notamment ces images de Britanniques encore rassemblés devant Buckingham Palace? Je partage l'émotion des Britanniques, bien sûr, de nos amis britanniques, mais aussi de beaucoup de Françaises et de beaucoup de Français, car la reine était populaire aussi dans notre pays, où on avait conscience que c'était une amie de la France. Et ça comptait, elle connaissait parfaitement notre langue, vous le savez. Et les rares fois où j'ai eu l'occasion de l'approcher, je l'ai toujours entendu s'exprimer en un très bon français. Et elle aimait notre Normandie, elle était duchesse de Normandie. Donc ça crée des liens historiques ou des liens actuels, bien sûr. Et puis je comprends l'émotion profonde du peuple britannique, parce que c'est un grand bouleversement qui est en train de se produire chez nos voisins. À plusieurs titres. Elle incarnait d'abord une forme de stabilité, de continuité, ne serait-ce que par la durée de son règne. Et dans un monde où tout bouge, où tout change, où tout craque, elle rassurait d'une certaine manière les Britanniques. On va revenir sur cette stabilité qu'elle incarnait. Quelle image gardez-vous d'elle? De quelqu'un de très discret, de très réservé, mais de souriant en même temps et doué d'un grand sens de l'humour. On cite souvent certaines de ces formules qui ont fait sourire. Mais moi, ce qui me fascine chez cette personne, chez cette souveraine, c'est qu'elle a exercé non pas le pouvoir, elle n'en avait pas, mais une grande influence, on le voit aujourd'hui, en cultivant le silence. Et dans un monde où tous les chefs d'État de la planète éprouvent le besoin de tweeter toutes les heures, elle ne parlait pas. Et malgré ce silence, je ne sais pas, elle dégageait, par sa présence même, par son existence même, par la continuité de son règne, une sorte de puissance rassurante et unificatrice aussi. Avant de revenir sur ce sujet, parce que c'est un sujet effectivement très intéressant, le Guardian, qui est l'un des grands quotidiens britanniques, parlait hier au sujet de ce règne de seconde ère élisabéthaine, référence à la première au XVIe siècle avec Élisabeth Ier. C'est un âge d'or alors pour la culture, les arts en Grande-Bretagne. Est-ce que le règne d'Élisabeth II a également été un âge d'or, selon vous? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des parallèles historiques entre une période où l'Angleterre était en pleine expansion et puis la période plus récente où le Royaume-Uni a vu se rétrécir son influence, ne serait-ce que celle de la reine. Elle était chef d'État de 15 États, c'est-à-dire beaucoup moins que ce qui existait lorsqu'elle a commencé son règne. Donc voilà, je crois que les périodes historiques sont très différentes. La seule parenté, c'est la durée, bien sûr. La durée qui assure cette stabilité, cette continuité. Quand même aussi un élément de fierté, parce que
par le fait qu'elle était chef d'État de 15 grands pays, dont le Canada et l'Australie, on en reparlera. Oui, on en parlera. Une situation tout à fait transitoire et provisoire. Elle entretenait dans l'imaginaire britannique ce mythe de l'Empire qui est mort, mais qui est encore très présent dans les esprits. Philippe Ricard. Justement, la monarchie britannique, sous son règne, a quand même connu un certain nombre de crises. Elle a été critiquée. Dans quel état se trouve la monarchie? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque un peu institutionnel vis-à-vis de la monarchie britannique avec cette transition, qui est apparemment minutieusement orchestrée? Et Charles III, tout de suite, bien sûr, est légitimé par tout ce protocole? Je crois qu'il faut distinguer ce qui se passe au Royaume-Uni et ce qui se passe dans le Commonwealth, puisqu'elle avait cette double mission, si je puis dire, cette double vocation. Dans le Royaume-Uni lui-même, je ne sens pas, mais enfin je me trompe peut-être, de mouvement de contestation profonde de la monarchie. Je crois qu'il y a 25 ou 26% des Britanniques qui considèrent qu'on devrait passer à la République, davantage chez les jeunes. C'est quand même un élément aussi qu'il faut prendre en compte. Mais globalement, et surtout dans la période actuelle, je ne crois pas qu'il y ait de contestation du principe monarchique lui-même. Ça n'est pas le cas, évidemment, dans le Commonwealth. Alors on cite toujours l'exemple de la Barbade, qui est devenue une république l'année dernière, mais beaucoup plus important compte tenu de la taille du pays. J'étais très surpris de voir que dans le dernier gouvernement australien, le Premier ministre australien a nommé un ministre délégué à la République. Et même si les sondages sont un peu ambigus, il y a un mouvement profond en Australie pour mettre un terme au fait que c'est la reine d'Angleterre qui est le chef de l'État et pour passer à la République. Donc vous voyez que cette construction... Le roi d'Angleterre, on aura tous du mal à parler de Charles III, qui est un personnage aussi très, très attachant que j'ai l'occasion de rencontrer. Pardon de raconter cette anecdote ici, mais c'était à l'ambassade de Grande-Bretagne il y a quelques années, et je déjeunais à ses côtés. C'était l'époque où la Commission européenne s'était mise en tête d'interdire les fromages au lait cru dans l'Union européenne, à laquelle la Grande-Bretagne appartenait à l'époque. Et il m'avait dit « Mais je suis prêt à venir défiler avec vous », il parlait très bien français aussi, dans les rues de Paris pour défendre le camembert au lait cru. Et il avait aussi le sens de l'humour. Bon, mais enfin, son règne nous dira s'il arrive à incarner la même chose que sa mère. Et, quand je parlais de la situation au sein du Royaume-Uni, il faut bien voir aussi que le pays est profondément divisé et fragilisé. On le voit bien aujourd'hui. D'abord, le Brexit a laissé des traces. On n'a jamais su exactement ce qu'en pensait la reine, malgré quelques signaux vestimentaires. La tenue bleue avec les étoiles jaunes qu'elle avait arborées à cette occasion. Pour vous, elle était plutôt contre le Brexit? Je n'en sais rien, elle ne l'a jamais dit, donc je ne peux pas interpréter ses silences. Mais aujourd'hui, surtout, ce qui est très, très préoccupant pour le Royaume-Uni, c'est les tendances séparatistes. N'oublions pas qu'en Écosse, il y a quand même une majorité de la population qui veut se séparer du Royaume-Uni, avec toujours l'idée d'un référendum d'autodétermination. Vous avez sans doute noté que cette année, c'était au début de l'année, je crois, en Irlande du Nord, c'est le Sinn Féin, parti républicain favorable à la réunification avec la République d'Irlande qui est arrivé en tête. Alors la situation est très compliquée. Mais enfin, c'est quand même un royaume qui n'est pas tout à fait uni. En raison du Brexit, essentiellement. Et c'était la reine qui incarnait cette unité, qui par sa présence même, par le respect dont elle était l'objet, par la continuité de son règne, soudait un petit peu ce qui était en train de se disloquer. Donc c'est un défi considérable pour le futur souverain. Encore quelques mots sur Elisabeth II avant de passer aux relations internationales et au sujet que vous avez esquissé, Alain Juppé. Charles de Gaulle disait d'elle « Les jugements qu'elle porte sur les gens et sur les événements sont aussi nets que réfléchis. Aucune personne n'est plus qu'elle-même pénétrée des soucis que comporte notre époque bouleversée. » Cela remonte aux années 60. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse du général de Gaulle, vous, encore une fois, qui l'avez rencontré et surtout écouté Le général de Gaulle la connaissait mieux personnellement que je ne la connais. Mais ce qui me frappe dans sa personnalité, c'est d'abord ce respect absolu de la tradition, du protocole, qui peut paraître à la fois fastueux et un peu désuet. On va voir ce que cela devient avec le nouveau roi, et en même temps sa modernité, parce qu'elle était à l'écoute de la vie culturelle, elle recevait tous les artistes, les Rolling Stones et d'autres, etc. Donc c'était aussi une femme tout à fait dans son siècle, et je pense qu'elle avait aussi, par son sens de l'humour, un jugement parfois, vraisemblablement, même si je ne l'ai pas entendu le prononcer, assez comment dire, percutant sur... on sait que
Elle n'avait pas pour Margaret Thatcher, par exemple, une affection sans borne. Donc elle était capable aussi de manifester ses sentiments profonds. Élisabeth II était une femme de pouvoir, vous l'avez dit, sans réel pouvoir. Pas de pouvoir, je dirais plutôt d'influence. Alors justement, mais c'était aussi une femme de devoir, un pilier de devoir et de dévouement. C'est le titre qu'a choisi le Washington Post hier, vendredi. Est-ce que sur ce sujet, sur la manière qu'elle avait d'exercer sa fonction, il y avait une part chez elle d'inspiration? Est-ce qu'elle était inspirante, Élisabeth II? Oui, parce qu'elle a tout sacrifié, elle l'a dit, à sa vie de reine. Une grande partie de sa vie familiale, encore qu'elle était entourée d'une famille compliquée, dont elle a su garder malgré tout, malgré l'épisode Diana, qui a été pour elle un moment difficile, y compris dans sa popularité, parce que les Britanniques ont senti chez elle un manque d'humanité. Bon, peut-être, à tort ou à raison. Donc, elle avait aussi ce sens absolu, tout passait d'abord par ses obligations. Vous avez vu que Charles III, dans son propos, dit qu'il va faire pareil, qu'il va concevoir son rôle comme étant au service total de sa fonction de souverain, en faisant passer cette fonction par rapport à toutes ses autres préoccupations. C'est ce qu'elle a montré tout au fil des années dans ses comportements quotidiens, dans des périodes parfois historiquement difficiles, avant d'être reine pendant la guerre, où elle a fait preuve aussi d'un grand courage et d'un grand dévouement à son pays. Et je crois que c'est ça que les Britanniques ressentaient, cette espèce d'incarnation d'une femme, d'une souveraine, qui avait mis toute sa vie au service de leurs intérêts, de ce qu'ils représentaient dans le monde. Une reine qui n'avait pas de réel pouvoir, donc, mais qui avait une aura et un titre qui comptait, évidemment. Elle a pu, grâce à cela, nouer des liens parfois forts avec des chefs d'État étrangers, des chefs de gouvernement aussi. On pense notamment à Nelson Mandela, qui a été président de l'Afrique du Sud. On a du mal, cela dit, à comprendre le rôle qu'elle a pu jouer exactement sans réel pouvoir exécutif sur les relations internationales. Quel a été son rôle? Quelle a été son influence sur les relations internationales? D'abord, d'après tous les témoignages dont on dispose, elle suivait très attentivement non seulement la situation politique intérieure, mais aussi les affaires du monde. Elle travaillait beaucoup. Je ne sais plus où j'ai entendu depuis 2 ou 3 jours, on nous fait des révélations constantes que parfois elle collait son Premier ministre sur des télégrammes qu'elle avait lus le matin et qu'il n'avait pas encore lus. Donc elle n'était pas du tout détachée de l'actualité. Alors comment exerçait-elle ton influence? Ça, c'est un processus interne sur lequel je me garderai bien de me prononcer. Et puis, il faut bien voir quand même que la visite à la reine était un point de passage obligé. Tous les chefs d'État de la planète y ont sacrifié. Donc c'est bien qu'elle représentait quelque chose. Je ne suis pas sûr que dans les entretiens qu'elle avait, elle développe beaucoup de sujets politiques, mais par sa seule présence, elle incarnait, je le répète, cette puissance qui était celle du Royaume-Uni, pas la sienne, mais celle du pays qu'elle représentait. Et puis un certain nombre de valeurs et de traditions aussi qui sont aujourd'hui... On est dans un monde quand même où on perd tous nos repères. C'est extraordinaire de voir le bouleversement que nous vivons. On y viendra peut-être. Oui. Souvenez-vous, on en parlait de Gorbatchev récemment. Exactement. 89-90. L'état du monde il y a 30 ans n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Elle incarnait là aussi cette continuité, cette stabilité qui pouvait être un point de repère. 70 ans de règne, elle a donc connu des dizaines de dirigeants. Elle a visité de très nombreux pays. D'ailleurs, tous ces pays, tous ces dirigeants ont rendu, tous leurs dirigeants aujourd'hui ont rendu hommage à la reine. Joe Biden aux États-Unis, Xi Jinping en Chine, Vladimir Poutine en Russie, au Canada, Justin Trudeau, nous allons y revenir. En Europe, le roi des Belges, Philippe, le président de la Confédération suisse, Ignacio Cassis, et puis le président français, Emmanuel Macron. To you, she was your queen. To us, she was the queen. To us all, she would be with us forever. We will remember and perpetuate the values she never ceased to embody and promote. The moral fortitude of democracy and freedom.
Alors Emmanuel Macron en anglais qui parle de force morale, de la démocratie et de la liberté. Comment comprenez-vous cette formule, Alain Juppé? Quel est le message que le président cherche à Je envoyer? crois qu'il a trouvé le ton juste, il a exprimé ce que ressentent une grande majorité de Français, pas tous les Français, il n'y a jamais d'unanimité chez nous, mais une forte proportion, et surtout cette idée que nous avons une histoire commune avec la Grande-Bretagne. Alors une longue histoire. Pas remonter à 1066, Hastings, bataille d'Hastings. Guillaume le Conquérant. Moi, j'ai lu cet été un petit bouquin de Jean Telet sur la bataille d'Azincourt, où les archers anglais ont écrasé la chevalerie française. Vous voyez qu'on a le 19e siècle, le 20e siècle, jusqu'à l'entente cordiale. Mais aujourd'hui, malgré le fait que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, ce que, pour ma part, de notre point de vue à nous, je regrette, nous devons continuer à garder avec la Grande-Bretagne un lien particulier. C'est ce que nous faisons, en particulier dans les questions stratégiques, avec le fameux accord de Lancaster House qui continue à prospérer. Et je crois que le président de la République a eu raison de dire que pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté sur la question de savoir si les Anglais sont des amis ou des ennemis. Ce sont des amis. C'est ce qu'avait laissé entendre la nouvelle première ministre Liz Petite Truss. allusion à l'actualité politique récente. On a le Britannique, pas française. Britannique, pardon. On a d'ailleurs le sentiment que les hommages sont très appuyés du côté d'Emmanuel Macron, du côté de la France, hein, et c'est légitime parce qu'il y a une émotion aussi en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le souci de renouer un peu le fil de la relation avec Londres, qui a été quand même bien distendu, bien tendu par ces années de Brexit? Oui, sans doute. Comme je vous l'ai dit, malgré cette séparation, qui est le choix du peuple britannique, bon, c'est son choix, et que pour ma part, je regrette parce que ça affaiblit l'Union européenne. La présence de la Grande-Bretagne au sein de l'Union était un facteur de rayonnement, d'influence et même de puissance pour nous tous. Bon, c'est ainsi, et donc il faut trouver d'autres voies pour maintenir une relation particulière dans des domaines essentiels comme les domaines stratégiques. J'ai parlé de la défense, il y en a d'autres où nos intérêts ne sont pas communs. La question de l'immigration en particulier est extraordinairement difficile à gérer, on le voit bien dans la traversée de la Manche. Est-ce que vous avez le sentiment que la nouvelle Première ministre, pour le coup, qui a remplacé Boris Johnson, conservatrice, Liz Truss, est intéressée par cette espèce de reset des relations franco-britanniques? On verra. Vous savez, il faut faire la part des campagnes électorales, surtout lorsqu'elles se déroulent en tout petit milieu, puisque les électeurs qui ont porté Mme Truss au pouvoir sont au nombre de quelques centaines de milliers à peine, je crois. Donc on va voir à l'épreuve du pouvoir et du réalisme auquel il conduit ce que deviendra la diplomatie britannique. Je n'ai pas beaucoup d'inquiétude de ce point de vue. Nous avons à l'évidence d'abord des valeurs communes. Toute l'inspiration qui est la nôtre sur ce que c'est que la démocratie, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, c'est quand même quelque chose que nous tirons de l'influence que l'Angleterre a eue sur le siècle des Lumières. Je suis, vous le savez, un admirateur de Montesquieu, qui est allé puiser un peu sa théorie de la séparation des pouvoirs en Grande-Bretagne. Donc nous avons cette vision de la démocratie et d'un certain nombre d'intérêts dans le monde. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur ce point. Nous sommes liés par un destin commun. Est-ce que la guerre en Ukraine, d'une certaine façon, peut rapprocher justement Paris et Londres? Au dernier G7 entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, on a senti qu'ils essayaient de mettre un peu en sourdine leur rivalité, on va dire, européenne. Oui, alors il y a peut-être des différences d'appréciation ou de tonalité entre effectivement la Grande-Bretagne et la France sur ce point-là. Nous avons le souci de ne pas injurier l'avenir, si je puis dire, et de laisser la place à de futures négociations. Mais au total, nous sommes exactement sur la même ligne, parce que nous sommes aujourd'hui pas simplement dans un combat économique, le gaz, le pétrole, l'inflation, etc., mais dans un combat idéologique. C'est un affrontement entre les régimes démocratiques et les régimes autoritaires. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute possible dans mon esprit. Nous sommes dans le même camp. La Grande-Bretagne et nous-mêmes, comme les pays, l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est bien ça l'enjeu aujourd'hui. Mais que faudrait-il faire pour revivifier les relations entre Londres et Paris et le reste de l'Union européenne? C'est aux dirigeants actuels de le faire. C'est pas à moi de me mettre à leur place. Il faut parler, il faut se voir, il faut évidemment trouver des terrains d'entente et puis essayer de résorber les différends. Mais ça, je fais confiance à notre ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est une femme tout à fait remarquable et qui a été ambassadeur à Londres. Dans son dernier poste, elle connaît admirablement donc la vie politique britannique pour trouver les bonnes voies. Revenons au lien qu'avait la reine avec la France, un lien très fort, des liens très forts. Elle est venue 5 fois en visite d'État, une quinzaine de fois en tout. La première, c'était en
1948, 3 ans donc après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle était princesse alors, pas encore reine, elle l'est devenue 4 ans plus tard. Elle avait alors prononcé un discours devant le palier Galliera à Paris, où se tenait une exposition sur la Grande-Bretagne et la France, discours en français. Pour les hommes qui ont le souci de sauvegarder les principes, à 2 reprises, nous avons, côte à côte, défendu au prix de notre sang. Le moment est venu d'étendre leur horizon bien au-delà de leur propre foyer. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. La France et la Grande-Bretagne se doivent de prendre la direction de ce mouvement, car leur richesse est incomparable dès lors qu'elle se mesure en idées, en sagesse et en expérience. Nous allons parler du fond dans quelques instants. Juste un mot avant cela, Alain Juppé, sur le français. Vous disiez tout à l'heure, et vous rappeliez tout à l'heure qu'elle était parfaitement francophone. On en a un exemple, encore une fois, ici. Qu'est-ce que cela dit de son rapport à la France et à la francophonie ? Je vous l'ai dit, elle aimait la France. Elle y est venue souvent, et y compris à titre privé. On sait son amour pour les chevaux et les haras. Dans les haras de Normandie très très souvent. Culturellement, donc, elle possédait parfaitement notre langue et elle connaissait bien notre culture. Et puis je crois qu'elle avait des affinités particulières avec ce que nous représentons. Je rappelle aussi qu'entre la France et la Grande-Bretagne, il y a des liens humains très puissants. Je me souviens un jour d'avoir rencontré Boris Johnson, qui était maire de Londres, dans son bureau. Il m'avait dit, comme phrase d'introduction, « Savez-vous qu'il y a plus de Français à Londres qu'à Bordeaux ?» Je trouvais ça très courtois, et c'est vrai. Bon, il y en avait plus. Et nous avons en France, de même, énormément de citoyens britanniques, pas simplement dans le Périgord. Donc il y a ces liens humains qui existent, et voilà, en sens inverse, le lien de la langue. Hein. Il faut aussi que nous préservions la langue française, entre parenthèses, mais que nous apprenions l'anglais, pour pouvoir communiquer à travers le vaste monde. Voilà, elle avait ce tropisme français, on le sentait bien. Ce que vous venez de montrer est très émouvant, parce que quel âge avait-elle? La moins de 30 ans? 22 ans. 22 ans, ouais. Donc on sent une fragilité quand même encore très très grande, et puis cette affirmation au fil des ans qui lui donne l'influence et le rayonnement qu'elle a conquis par son travail, par sa ténacité, par son dévouement total à ce qu'était sa mission. C'est frappant parce qu'en écoutant le discours, je trouve qu'il est éminemment politique. Il ouvre une perspective européenne assez incroyable, d'ailleurs, qui peut-être en dit long sur ses intentions. Mais je me demande si Charles III pourrait reprononcer ce discours maintenant. C'est fou. Il est temps en changer. Et comme il avait l'habitude de parler plus librement que la reine, quand il n'était pas roi, peut-être va-t-il se mettre à baffe sur la langue. Si on revient juste sur la question du français, le roi Charles III est francophone, vous le disiez aussi, Alain Juppé, peut-être un petit peu moins francophile que sa mère. Est-ce que cela peut jouer sur les relations? Je ne sais pas s'il est moins francophile que sa mère. En tout cas, il défend des causes qui me paraissent extrêmement importantes. Et j'ai toujours été très attentif à tout le combat qu'il a mené sur l'environnement, l'écologie. Il a une sensibilité très, très, très authentique sur ce point-là et qu'il a manifesté par des actes. Alors, il sera peut-être un peu moins engagé sur ce plan-là depuis qu'il est roi, mais ça ne changera pas sa mentalité et ses préoccupations. Philippe Ricard le disait, ce discours qu'on vient d'entendre, l'extrait en tout cas qu'on vient d'entendre du discours d'Élisabeth, de la princesse Élisabeth alors, avait des accents très européens. Le moment est venu d'étendre l'horizon bien au-delà de leur propre foyer, en faisant référence aux Britanniques et aux Français qui avaient combattu. Il faut que nous puissions mettre en commun les dons et les vertus qui sont notre héritage le plus cher. La France et la Grande-Bretagne se doivent de prendre la direction de ce mouvement. Voilà ce qu'Élisabeth disait. Qu'est-ce que cela vous inspire sur finalement l'histoire qu'a eu le Royaume-Uni et qu'a encore le Royaume-Uni avec l'Europe? Écoutez, vous la connaissez, cette histoire. À l'époque où s'exprime la reine, l'Union européenne n'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y a eu l'épisode de Gaulle, qui s'oppose à l'entrée de la Grande-Bretagne dans ce qui était la communauté économique européenne, puis l'entrée, puis la sortie. Nous avons toujours eu des relations compliquées dans l'histoire. Je pense que nous avons aujourd'hui des intérêts commun à défendre, je le rappelle, sur le plan des valeurs qui sont les nôtres, sur le plan aussi des intérêts économiques. Donc je pense que tout naturellement, nous retrouverons le chemin d'une meilleure entente, peut-être cordiale aussi.
Qu'est-ce que représentait l'Union européenne pour la reine Elisabeth? Est-ce qu'elle avait pu en parler avec le président Chirac que vous Je aviez... n'étais pas dans le secret de leurs entretiens, vous connaissez sa discrétion, mais enfin je pense que même si elle a respecté parfaitement le choix du peuple britannique au moment du vote sur le Brexit, elle avait un tropisme européen, bien entendu. Quel bilan tirez-vous du Brexit d'ailleurs? Pardon? Quel bilan tirez-vous du Brexit? Bon, ça c'est aux Britanniques de le tirer. J'ai dit que de notre point de vue, c'est pas une bonne affaire. Ça n'a pas renforcé le rayonnement ou l'influence de l'Union européenne. M. Boris Johnson avait promis monts et merveilles aux Britanniques. Je pense qu'aujourd'hui, le réveil est un peu difficile. Donc, mais ça, c'est leur choix et c'est à eux d'en tirer les conséquences. Mais je le répète, il faut que nous trouvions, malgré cette séparation qui existe et qui est là, et qui pose des problèmes, on le voit bien, en Irlande en particulier, et le conflit, enfin le contentieux n'est pas entièrement réglé. Malgré cela, il faut que nous retrouvions le chemin d'une coopération importante, économique, mais aussi géopolitique avec la Grande-Bretagne. Ce qui est frappant quand même depuis que le Brexit est survenu, donc début janvier 2020. 31 janvier 2020. C'est ça. Non, début février, effectivement. C'est qu'on a le sentiment que, notamment en France, il y avait la volonté quand même de rester extrêmement ferme sur la question, et d'autant plus que les Britanniques ne tenaient pas forcément leurs engagements, notamment concernant l'Irlande du Nord, le statut de l'Irlande du Nord. Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement on en a fait trop dans la fermeté? C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même se projeter vers l'avant, vers l'avenir, et est-ce qu'on n'a pas raté un petit peu justement je ne pense remettre pas. la relation sur les rails? Je ne pense pas. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et ainsi de suite. Les Britanniques ont choisi de sortir, ils sortent. Et je pense que nous avons eu raison de dire, voilà, la sortie c'est clair, et ça consiste à couper un certain nombre de liens. Est-ce que ça veut dire que nous ne nous parlons plus, que nous n'avons plus d'intérêt commun, que nous ne retrouvons pas d'autres bases de coopération? Non. Nous sommes membres du G7, nous sommes dans certains organismes aussi internationaux, et donc il faut continuer en gérant cette réalité. Revenons aux réactions, Alain Juppé. Voici une nouvelle au Canada, dont la reine était chef d'État, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est celle du Premier ministre Justin Trudeau, ému. C'est avec une grande tristesse que nous apprenons aujourd'hui du décès de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Elle était notre reine pendant presque la moitié de l'existence du Canada, et elle avait une affection évidente et profonde pour tous les Canadiens. Dans un monde très compliqué, sa présence, sa grâce, sa force a été une ressource importante pour nous tous. C'était une de mes personnes préférées au monde. Et elle me manquera énormément. Voilà, dans un monde très compliqué, sa présence et sa force ont été une ressource, dit Justin Trudeau. Le problème que M. Trudeau a dit qu'il lui avait demandé souvent conseil sur la manière d'exercer sa mission de chef de gouvernement. Moi, j'ai sur la situation au Canada un point de vue très particulier, parce que j'ai vécu au Québec pendant une année, j'ai avec mes amis québécois un lien fraternel. Tous les Canadiens n'ont pas sur ce point-là, sur la relation avec leur chef d'État, avec la reine d'Angleterre, la même réaction. Les Québécois ne manifestent pas le même enthousiasme que les provinces anglophones du Canada. Bon, enfin, c'est l'affaire des Canadiens. Les propos de Justin Trudeau font écho à ce que disent aussi de nombreux Britanniques depuis la mort de la reine. Ils disent qu'ils ont peur aujourd'hui, ils sont tristes, mais ils ont peur aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cette peur compte tenu de ce que nous vivons ? Oui, nous sommes, pardon de cette banalité, dans un monde où tout est possible aujourd'hui. Les scénarios de la guerre en Ukraine sont sur la table et certains peuvent nous conduire à la catastrophe. Quels sont ces scénarios pour vous ? Écoutez, je me méfie de la prospective. Comme disait Woody Allen, il faut se méfier des prospectives, surtout quand on parle de l'avenir. Mais il y a plusieurs scénarios, donc ça permet de se tromper. Oui, il y a plusieurs scénarios. Il y a un scénario de victoire de l'Ukraine. L'Ukraine résiste. Poutine n'arrive pas à renforcer les effectifs de ses armées. Il n'a pas réussi sa guerre éclair. Et surtout, c'est ça qui me paraît absolument essentiel, les sanctions qui ont un effet, contrairement à ce qu'on dit,
sur l'économie russe et sur la situation quotidienne des Russes provoque une prise de conscience dans l'opinion publique russe que cette opération est un désastre pour le pays et pour eux-mêmes. Et à ce moment-là, tout devient possible. Le régime de Poutine peut être fragilisé. Donc c'est peut-être un scénario de victoire pour l'Ukraine. L'autre scénario, c'est un scénario inverse. Peut-être que dans les opinions publiques occidentales, nous allons commencer à entendre cette petite musique qui arrive. Faut-il se priver d'avoir chaud cet hiver, et d'avoir des coupures d'électricité pour le Donbass et pour la Crimée? Ne vaut-il pas mieux se mettre autour de la table, alléger les sanctions et après tout, pourquoi pas trouver un compromis? Et ça, c'est la victoire de Poutine qui continuera ses avancées ailleurs que sur le territoire ukrainien. Vous sentez cette évolution dans certains oui, pays? bien On sûr. voit quelques manifestations en Allemagne. Vous avez vu que marginales, mais quand même. la semaine dernière, il y a eu en Allemagne des manifestations avec beaucoup de monde, réunissant à la fois l'extrême droite et l'extrême gauche, avec des déclarations pro-russes. Parce que les conséquences sur la vie quotidienne allemande de l'arrêt total ou partiel de la fourniture de gaz russe sont évidemment considérables. Mais c'est aussi le cas en Hongrie, qui a déjà tendu la main à Poutine, c'est le cas en Tchéquie et dans d'autres pays, et même chez nous, où il y a cette petite musique qui consiste à dire, après tout, nous sommes en partie responsables de ce qui se passe, nous avons peut-être été trop arrogants vis-à-vis de la Russie, et donc voilà. Et ça, c'est le scénario du compromis, pour ne pas dire du renoncement. Et puis il y a un autre scénario, d'une certaine façon. Il y a un autre scénario plus inquiétant, parce qu'on vit vraiment dans un monde un peu terrifiant aujourd'hui, c'est que devant son échec, comme tous les dictateurs, Poutine en rajoute sur la fibre nationaliste. Et que, d'étape en étape, sans le vouloir, sans doute, on aille vers la catastrophe, vers le cataclysme. Là, ou dans le détroit de Taïwan. Donc voilà toutes les menaces qui sont devant nous et qui expliquent cet état d'angoisse un peu de nos opinions publiques. Le cataclysme, c'est que vous redoutez une forme de guerre nucléaire. Je me méfie beaucoup des romans historiques, mais enfin, je suis un lecteur de Ken Follett, et dans son dernier ouvrage, ça se termine par l'apocalypse nucléaire. Alors là, c'est Taïwan, la Chine et la Corée du Nord. Mais enfin bon, il faut aussi parfois s'intéresser à ce que disent des gens qui réfléchissent sur l'état du monde. Avec la guerre en Ukraine, avec les tensions que vous venez d'évoquer aussi entre la Chine, la Corée du Nord et les États-Unis, quelles sont selon vous les autres grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur le monde? C'est évident, il y a cette première menace sur la démocratie et sur la liberté. Moi, je tiens beaucoup à insister sur ce point parce que la confrontation avec la Russie n'est pas simplement une confrontation militaire ou économique ou énergétique. C'est une confrontation idéologique entre ceux qui croient à la liberté et ceux qui croient à la dictature, ou qui la pratiquent en tout cas. Donc c'est véritablement l'enjeu. Alors l'autre défi, il est évident, je ne ferai pas preuve de grande originalité, est-ce que nous allons pouvoir continuer à vivre sur la Terre telle que nous l'exploitons ? C'est le défi climatique, le réchauffement, etc., la biodiversité, l'ensemble des problèmes écologiques. Je constate qu'il y a encore dans l'opinion publique française un certain scepticisme, un certain climato-scepticisme. Enfin, voyons, les choses sont absolument évidentes. On a vu cet été la sécheresse, les méga-feux en France et ailleurs en Europe et dans le monde. Nous sommes là dans un processus qui nous conduit à la catastrophe absolue si nous ne réagissons pas. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, pas simplement chez les jeunes, un début de modification de nos comportements quotidiens, et puis des mesures beaucoup plus drastiques à prendre pour changer véritablement. Je ne crois pas à la décroissance, pour ma part, mais je crois à la nécessité d'une autre forme de croissance, où on produira autrement, où on consommera autrement, où on se déplacera autrement, où on habitera autrement, où on concevra nos villes autrement. Donc c'est un défi gigantesque que nous avons quelques décennies à peine pour relever. Sur le premier défi, peut-être la bataille idéologique autour de l'idée de démocratie engagée avec les Russes. Derrière les Russes, manifestement, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a la Chine. Il y a quand même une alliance de fait, et même sur le papier, entre Pékin et Moscou. Il n'y a pas que la Chine, mais la Chine est quand même un acteur émergent extrêmement puissant et qui gagne chaque jour en puissance. Quasiment émergé. Que cherche réellement la Chine, selon vous ? Et est-ce que l'alliance avec la Russie, d'ailleurs, est si solide que ça ?
Je n'en sais rien. Elle est peut-être fragile parce que la Chine, comme n'importe quelle puissance, défend d'abord ses propres intérêts. Il n'est pas sûr qu'ils soient toujours convergents avec ceux de la Russie. Mais enfin, aujourd'hui, il y a effectivement cette alliance. Regardez l'état du monde aujourd'hui. Le nombre de pays qui connaissent des régimes démocratiques est en régression constante. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est le pouvoir fort, c'est les hommes forts. C'est un retour à une forme d'autoritarisme et peut-être même de dictature. C'est ça l'enjeu, véritablement, aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que la Russie et la Chine. Je ne suis pas sûr que l'Inde continue à être la plus grande démocratie du monde, comme on l'a dit régulièrement. Et on voit aujourd'hui le fanatisme religieux, là aussi, en Inde, donner des manifestations d'une extrême violence. Donc voilà, c'est ça, quand je parle de guerre idéologique, c'est nous nous battons, nous, pour une certaine vision de l'homme, de la dignité de la personne humaine, de la liberté individuelle, des régimes démocratiques, de cette démocratie représentative. Je vais citer évidemment, inévitablement, Winston Churchill, qui est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Voilà, c'est ça qui est en cause aujourd'hui. Et c'est une bataille difficile qui demande beaucoup de ténacité et de volonté. Et là, l'Europe a un rôle absolument essentiel à jouer, parce que la charte des droits fondamentaux de l'Europe, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Mais sur la Chine, est-ce qu'il faut continuer à dialoguer avec la Chine indépendamment de ce qu'elle fait avec la Russie? C'est un petit peu l'idée qu'a Emmanuel Macron. Autant les États-Unis sont sur une voie d'affrontement, on va dire, d'endiguement de la Chine, autant en France, c'était un peu le cas de l'Allemagne aussi pendant longtemps, mais j'ai l'impression que ça change en Allemagne. On veut garder la Chine comme un partenaire, un rival, mais aussi un partenaire. Quelle attitude faut-il avoir? Il faut parler avec la Chine, c'est évident. Moi, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, je suis allé en Chine. J'ai dit aux Chinois que ce qu'ils faisaient en matière de droits de l'homme, c'était très, très mal. Mais je suis resté quand même jusqu'à la fin de ma visite. Voilà, partons. Je ne suis pas un fanat de la réelle politique, mais enfin, ça existe, la réelle politique. Et donc, si on se coupe de tous les États du monde en refusant de leur parler, ça ne risque pas de faire avancer le schmilblick. Donc, voilà, il faut... La Chine, à l'époque, était quand même moins agressive qu'elle ne l'est maintenant, non? Écoutez, je me souviens d'un voyage avec Édouard Balladur en Chine. Il était Premier ministre à l'époque, et pendant son voyage, tous les jours, on apprenait que des dissidents avaient été arrêtés par le régime chinois, pour nous faire plaisir, naturellement. Vous voyez que c'est pas tout à fait nouveau. Alors c'est vrai que la Chine aujourd'hui, face à un certain nombre de difficultés majeures, elle n'a plus la croissance à 2 chiffres qui lui permettait d'accueillir une grande partie des paysans chinois dans la classe moyenne, se raidit. Et que son régime aujourd'hui prend un tour plus nationaliste, on le voit à propos de Taïwan en particulier, et c'est toujours la réponse des dictatures à leurs difficultés internes. Donc voilà, c'est aussi un élément d'inquiétude, mais une fois encore, la diplomatie, elle est faite pour essayer de parler. La liste des menaces est longue, Alain Juppé, on vient de le voir et d'en parler pendant quelques instants. Quels sont les éléments de stabilité les plus solides auxquels nous pouvons nous accrocher dans ce monde qui menace de basculer ? Nos valeurs. Alors on dit aujourd'hui qu'elles ne sont plus universelles. C'est vrai. Nous avons cru qu'elles étaient universelles. Nous avons cru que l'Occident avait gagné. Souvenez-vous, 1989-90, Gorbatchev, qui vient de disparaître, qui était un homme de paix. L'Empire soviétique s'effondre et nous avons proclamé que la démocratie libérale avait gagné la bataille. On se rend compte aujourd'hui qu'elle ne l'a pas gagnée. Est-ce une raison pour renoncer à nos valeurs ? Bon, elles ne sont pas partagées partout dans le monde, mais ce sont les nôtres. Donc c'est en restant ferme sur cette idée que c'est la dignité de la personne humaine qui est au cœur de tout, que c'est la liberté individuelle et les libertés collectives qui doivent être préservées, que c'est la démocratie représentative qui doit être régénérée par des formes nouvelles de démocratie participative. C'est ça qui fait le cœur de ce que nous sommes et de ce que sont les Européens. Et c'est un débat aussi qui s'exprime sur un autre continent dont on a peu parlé encore, l'Afrique. L'Afrique avec lequel, ou le continent avec lequel la reine avait aussi des liens assez forts. On parlait de Nelson Mandela tout à l'heure, il n'est pas le seul, et ce, en dépit de l'histoire coloniale qui laisse encore des traces aujourd'hui. Retour sur les relations entre la reine et l'Afrique avec Guillaume Biladier. Il était une fois une princesse qui apprit qu'elle montait sur le trône d'Angleterre en plein safari. The tragic news reached Princess Elizabeth and her husband while in Kenya, and the new queen left immediately for London. Est-ce d'avoir appris la mort de son père au cœur de l'Afrique qui l'a à jamais lié aux Africains? Tout au long de son règne, Élisabeth II n'a eu de cesse de renforcer les liens de son royaume avec le continent.
Pourtant, quand elle arrive au pouvoir, l'Empire britannique vit ses dernières heures. Afrique du Sud, Rhodésie, Sierra Leone, les unes après les autres, les colonies africaines prennent leur indépendance. À ces nouveaux pays en recherche de financement, l'Union soviétique promet beaucoup d'argent. C'est le cas du Ghana que la jeune souveraine décide de visiter en 1961 contre l'avis du Parti conservateur au pouvoir à Londres et de Winston Churchill. À Accra, elle rencontre le très autoritaire président Nkrumah et contre toute attente s'accorde même une danse avec lui. Les photos choquent au Royaume-Uni, mais les Ghanéens sont impressionnés. Leur pays est traité d'égal à égal par l'ancien colonisateur. Est-ce une conséquence ? Même rapproché de l'URSS, le Ghana ne quittera jamais le Commonwealth. Tout en respectant son devoir de réserve, Elisabeth II n'hésite pas à rencontrer des dirigeants contestés par le gouvernement britannique. En 1979, en pleine guerre de Rhodésie, elle tient tête à Margaret Thatcher. La première ministre soutient les suprémacistes blancs. La reine, elle, se rend dans les pays voisins, Zambie, Malawi, Tanzanie, qui soutiennent le futur président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Surtout, pendant plus de 40 ans, la reine ne se rend pas en Afrique du Sud. Pas question de cautionner le régime d'apartheid. I am delighted to welcome you to Buckingham Palace. Ce n'est qu'après la libération de Nelson Mandela, puis son élection, qu'elle se rendra au Cap et même à Soweto. Mandela et son ami, oubliez le protocole, Elisabeth et Nelson s'appellent par leur prénom. En 70 ans, Elisabeth II aura effectué 21 tournées en Afrique. Parmi les derniers pays qu'elle aura visités, l'Ouganda, qui a même baptisé le plus fréquenté de ses parcs nationaux, Parc Reine Elisabeth. Les réactions des dirigeants africains ont été unanimes. En revanche, les réactions de la société civile, ont été beaucoup plus, ont été différentes. Dans les sociétés, il n'y a pas que des hommages, il y a aussi quelques critiques liées à l'histoire du Royaume-Uni. Au Nigeria, par exemple, où un rédacteur en chef d'une publication en ligne, Minority Africa, dit « Nous n'avons aucun devoir d'empathie après la mort de la reine Elisabeth ». Qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de la relation qu'entretiennent certains Africains avec le Royaume-Uni, mais aussi plus largement l'Europe. Et la France. Nous avons aussi un lourd passé colonial en Afrique. Je ne suis pas un fanat de la repentance, parce que les situations historiques ne sont pas toujours comparables. Mais je comprends les réactions d'une partie de l'opinion publique africaine, et je pense qu'elles sont identiques vis-à-vis de la France aussi, dans un certain nombre de pays. Cela dit, je pense que nous avons destin lié avec l'Afrique. Nous, Français, nous, Européens. Les prévisions démographiques évoluent. J'ai vu récemment qu'on prédisait maintenant même un recul de la démographie mondiale. Mais en fait, toutes les prévisions nous disent 4 milliards d'Africains d'Afrique d'ici la fin du siècle, peut-être même avant. Et donc, si nous voulons maîtriser les mouvements de population, il n'y a pas d'autre solution que de développer avec l'Afrique un partenariat. Et quand je dis partenariat, ça veut dire d'égal à égal, qui nous permette de favoriser le fait, ce qu'attendent tous les jeunes Africains, c'est-à-dire rester au pays pour y vivre et y travailler. C'est ça qu'il faut réaliser aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, les Chinois essayent de le faire, les Turcs, les Marocains, qui pénètrent et qui sont de plus en plus influents en Afrique. Donc moi, je plaide pour une diplomatie française beaucoup plus active que la nôtre en Afrique, vis-à-vis de nos pays francophones, des anglophones aussi. Et je pense que la reine a eu raison d'être aussi présente. D'ailleurs, ce que vous avez montré prouve que même sans pouvoir, elle avait une influence et une orientation diplomatique qui n'était pas toujours celle de son gouvernement. L'Afrique, c'est aussi un terrain où s'affrontent les régimes démocratiques et les régimes autoritaires ? Oui, enfin, les régimes démocratiques ne sont pas en voie de progression. Il en existe malgré tout. Et on voit au contraire une montée partout des régimes autoritaires et des hommes forts. Parce que ça apparaît comme la solution dans la difficulté, les difficultés multiples auxquelles sont confrontés les pays africains. Et à ce sujet, que pensez-vous du jeu de l'entremise de la Russie, toujours plus importante au Sahel, par exemple, avec ce qui s'est passé au Mali, le retrait forcé des militaires français? La Russie de Poutine développe une stratégie mondiale d'influence, pas uniquement à l'Ukraine. Moi, je lis assez facilement l'attitude de Poutine. Poutine est un pur produit du KGB et de l'Union soviétique. Il vit les années 90 comme un drame. Il voit s'effondrer
la puissance soviétique et l'empire soviétique. Et depuis qu'il est au pouvoir, petit à petit, il n'a que de cesse de reconstruire l'empire, partout, en Europe et ailleurs. Vous voyez son jeu dans les Balkans, aujourd'hui, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, et également en Afrique, où il a déjà, d'une certaine manière, par l'intermédiaire du groupe Wagner, pris le pouvoir en République centrafricaine et au Mali. J'ai entendu un jour un haut dignitaire russe, très proche de Poutine, à qui un journaliste français demandait, mais le groupe Wagner, comment appréciez-vous son action? Et réponse du haut dignitaire russe, ah mais on ne connaît pas le groupe Wagner, c'est une entreprise privée. Vous voyez un peu le cynisme, mais l'objectif est le même, c'est développer l'influence russe, y compris sur ce terrain africain. Des pays africains appartiennent au Commonwealth, on en parlait tout à l'heure. Vous rappeliez que la Barbade en était sortie, est devenue une république. C'est un petit État, mais c'est une réalité quand même. L'Australie serait un autre enjeu. L'Australie fait partie, effectivement. Il y a, vous le rappeliez, un ministre chargé de la République en Australie. Il y a un mouvement aussi populaire. Le Canada se pose des questions aussi. 67% des Canadiens, je crois, interrogés, seraient plutôt favorables à une république. Est-ce que la mort de la reine Elisabeth II, qui a su cimenter, d'une certaine manière, elle n'était pas la seule, mais le Commonwealth, pendant son règne, est-ce que cette mort peut affecter le Commonwealth et être une menace pour lui? Je le pense, et ce sera un des défis du roi Charles III et des gouvernements britanniques, bien entendu. J'ai entendu dans les multiples commentaires qui sont sur les ondes depuis 24 heures ou 48 heures, quelqu'un dire, mais aujourd'hui, il y avait tellement de respect autour de la personne de la reine qui incarnait le Commonwealth qu'on n'osait pas trop aller un coup plus loin dans la remise en cause des mécanismes du Commonwealth. Et ben, la reine n'étant plus là, je pense que cet appétit de républicanisme va sans doute se manifester beaucoup plus fortement. Et donc, il y a un risque, si le mot convient, de dislocation. Peut-être pas du Commonwealth en tant que tel, parce que des pays comme la Barbade, qui sont devenus des républiques, sont restés dans le Commonwealth. Mais en tout cas, de ce statut du souverain britannique comme chef d'État de 15 pays à travers la planète. À l'inverse, il y a des États francophones d'Afrique qui ont approché le Commonwealth récemment. On pense au Togo notamment, je crois le Gabon également. L'Algérie même pas arrêté. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une rivalité franco-britannique également en Afrique? Oui, bien sûr. Qui continue? C'est pas nouveau. C'est ancien, mais ça continue. Elle est séculaire et ça continue. C'est amplifié par le Brexit d'une certaine façon? Je vous signale je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pays anglophones qui sont observateurs de l'organisation de la francophonie. Donc, si ça favorise les échanges, la coopération, la compréhension mutuelle, pourquoi pas. En tout cas, il y a une cause à laquelle je tiens beaucoup, je crois avoir compris que le président de la République y tenait aussi beaucoup, c'est la francophonie. Parce que c'est un élément essentiel d'influence de la France. Et je ne suis pas sûr que nous nous donnions toujours les moyens de nos ambitions dans ce domaine. On devrait s'inspirer un peu plus du Commonwealth, précisément? Pardon? On devrait s'inspirer un peu plus peut-être, des Britanniques. Oui, mais enfin, la force de la langue anglaise est telle que le problème pour les pays du Commonwealth ne se pose pas. Nous devrions commencer, et vous devriez y être vigilants, je crois que vous l'y êtes, à ne pas laisser truffer notre langue française d'un nombre d'anglicismes considérables. Quand je regarde des publicités à la télévision, je comprends les amis québécois. L'un d'entre eux m'a envoyé un livre qui s'intitule de la façon suivante, très clairement, « Réveillez-vous, bordel ». C'est une adresse aux Français pour préserver la pureté de leur langue. C'est ce qu'on essaye de faire ici sur l'antenne de TV5. Je vous félicite, mais ce n'est pas le cas de toutes les antennes. Voilà, j'espère que nous n'avons pas laissé d'anglicisme depuis le début de l'émission. Pas les anglicismes. Voilà. Nous le disions en début d'émission, Alain Juppé, le Conseil d'accession vient de proclamer Charles III roi du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Vous évoquiez d'un mot tout à l'heure les défis qu'il se présentent à lui. Quel est son plus grand défi aujourd'hui comme roi, vous qui le connaissez aussi, qui l'avez rencontré? Oui, il a des défis multiples, on vient de le dire. Maintenir, je crois que le principal défi, c'est de maintenir l'unité du Royaume. Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Écosse, d'Irlande, etc. Donc, vous connaissez, je les ai évoqués tout à l'heure, les risques de dislocation. Je pense que ce sera sa tâche prioritaire. Après, au-delà, bien sûr, c'est l'influence britannique sur la planète. C'est courageux de s'intituler Charles III. Charles Ier a été décapité.
par les Britanniques. On parle toujours de Louis XVI, on oublie toujours Charles Ier. Les Britanniques ont aussi fait la révolution à l'époque. Charles II a été le dernier roi Stuart, si je ne me trompe, ou l'avant-dernier, quelque chose comme ça. Donc maintenant, on a Charles III. Charles III a pris la parole hier, premier discours diffusé à la télévision. Il disait notamment qu'il voulait respecter les principes constitutionnels. Ça, c'est bien le moins. Ça tombe, c'est ce que j'allais dire, ça tombe sous le sens, mais quand il dit ça, on pense aussi inévitablement à ce qui se passe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se passe dans le pays, aux États-Unis, cette fracture démocratique qui existe entre deux partis maintenant bien distincts de la population? D'abord, j'ai écouté Charles III, puisqu'il était déjà Charles III hier soir, s'exprimer. J'ai trouvé qu'il avait trouvé le ton juste, à la fois personnel, solennel, humain. Donc, je crois qu'il a fait une bonne première intervention. Bon, je vous disais que les démocraties étaient malades un petit peu partout sur la planète. La nôtre n'est pas dans une forme éblouissante. Ce qui se passe en Amérique est très inquiétant, avec une fracture profonde. On a assisté quand même, je ne veux pas me préjuger de ce que donneront les enquêtes en cours aux États-Unis, à Washington, mais on a assisté à une tentative de coup d'État, de coup de force. Et ce qui est très préoccupant, c'est que cette attitude qui porte un nom, le Trumpisme, recueille apparemment un fort soutien dans une grande partie de l'opinion publique américaine. Je connais un peu les États-Unis, j'ai beaucoup voyagé à titre personnel, à titre professionnel, mais nous connaissons mal quand même la réalité de ce pays. Pour nous, les États-Unis, c'est Boston, New York, Washington, et puis San Francisco, Los Angeles. Non. Il y a l'Amérique profonde, les suprémacistes blancs, 24 ou 25% de citoyens américains qui considèrent que la Terre est plate. Donc c'est un pays très très compliqué et très divisé aujourd'hui, et c'est inquiétant parce que c'est quand même la première démocratie du monde, enfin la première par son poids économique et militaire. Il nous reste une minute, Alain Juppé. Je voudrais juste terminer cette émission en revenant sur la mort de la reine et la manière dont les médias du monde entier ont traité cet événement. Certains l'ont fait plus que d'autres. Les médias français, notamment, on l'évoquait aussi en début d'émission, la famille royale, d'une certaine manière, fascine les Français. Comment vous l'expliquez, compte tenu de l'histoire entretenu par la France et le Royaume-Uni? Nous avons peut-être un sentiment de culpabilité d'avoir coupé la tête de notre dernier roi, enfin pas le dernier, mais dernier roi, monarque absolu. Et puis nous sommes sensibles à cette espèce de faste monarchique. Nous aimons ces beaux défilés, ces belles cérémonies. Ça va peut-être changer parce que les Britanniques sont en train de se rendre compte que ça leur coûte très cher. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a en France une petite sensibilité monarchique ou monarchiste qui ne se traduit pas par un retour à la monarchie, mais par une nostalgie peut-être. Merci beaucoup. Merci Alain Juppé. Merci d'avoir répondu aux questions internationales ce matin, ce samedi. Merci à vous, Philippe Ricard du journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.